Il n'y a pas un pied à perf, là? Non? Je cherche un pied à perf. Ah ouais. Un pied à perf. Que nous avons volé apparemment en ORL. C'est pas le nôtre. Au CHU de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Mais voilà. Il ne monte pas. Mettre de longues minutes à dénicher un simple pied à perfusion, c'est le quotidien des infirmières urgentistes comme Leslie Canval. Normalement, chaque brancard, il y a le pied à perfusion dessus. Mais il y en a qui sont cassés, donc il n'y en a pas. Et du coup, comme on n'a pas beaucoup de pieds à perf mobiles comme ça, ben, il faut en trouver. Il y en a peut-être 2, 3. Du matériel qui manque et des patients qui, eux, s'entassent dans les couloirs. 130 malades quotidiens, forcés à de longues heures de patience. Cet homme qui a des problèmes cardiaques attend sur un brancard depuis bientôt 24 heures. Depuis quand tu es là? Depuis hier soir, à 16 heures. Hier à 16 heures. Donc ça fait un jour que tu es là. Oui, un jour. Bon, tu as mangé un peu? Même pas. Ah, je vais me renseigner. Je me renseigne. Qui c'est qui t'a vu? Le monsieur là qui est censé aller en cardio, c'est ça? Oui. Il peut manger ou pas? Oui. Il peut manger? Parce que depuis hier, il n'a pas mangé. Oui, il peut manger. Je lui prends. Je regarde s'il y a un plateau. C'est ce médecin urgentiste qui va devoir se mettre en quête d'un repas chaud. Micro-ondes qui ne fonctionne pas. C'est la prise. Non. Mais peine perdue. Ici et là. Non. Ça ne fonctionne pas. À 18h, tu auras à manger. Supporte un petit peu. Dans l'unique CHU de Guadeloupe, attendre plusieurs jours dans les couloirs est devenu chose courante. On attend que les places se libèrent en cardio. Sinon, qu'au contraire, il peut y rester encore. Voilà. Donc s'il y reste, ça fera 48 heures qu'il est là. C'est insupportable, il n'y a pas d'autre mot. Manque de personnel, pénurie de matériel, locaux vétustes, un hôpital en détresse vitale. Au CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, tout a commencé le 28 novembre 2017. Vers 14 h ce jour-là, un violent incendie se déclare dans un local technique, en dessous de la maternité de l'hôpital. Pas de victimes, mais près de 700 patients sont évacués en urgence et une partie des locaux est définitivement hors d'usage. Depuis, le CHU est au bord de l'asphyxie. Locaux insalubres, services désorganisés, le personnel déclenche une grève qui dure 2 mois et culmine par une manifestation géante le 1er août. L'État a débloqué une aide de 20 millions d'euros, mais aujourd'hui, les Guadeloupéens ont perdu confiance. Ils n'ont souvent pas d'autre choix que de s'orienter vers les cliniques privées de l'île ou, quand ils en ont les moyens, vers la métropole. Les gens partent, aller en métropole, retourner, faire le va-et-vient. Bon, il y a un grand CHU là, ils peuvent faire accueillir les malades. On se pose des questions, hein. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment très rassurés. Tu vas te soigner un bras, tu sors sans une jambe au CHU, donc vaut mieux pas, donc vaut mieux rester en bonne santé. Hein. Alors, dans quelles conditions les malades sont-ils soignés? Et comment le personnel fait-il face? Allez, à nous. Regardez l'état de certains services. Gabi Clavier, à droite, travaille au CHU depuis près de 30 ans. Il est éducateur spécialisé. Sandro Sormin, lui, travaille aussi pour l'établissement. Ces 2 syndicalistes ont voulu nous montrer l'état des locaux de l'hôpital. Donc ici, nous avons les portes coupe-feu. Donc vous avez vu, après un incendie, rien n'a encore été fait par rapport à ça. Et l'autre porte coupe-feu se trouve là. L'autre battant de la porte. Il n'y a pas de sécurité incendie, tout simplement. 2 ans après l'incendie, ces portes coupe-feu n'ont jamais été remises en place. S'il n'y a pas de coupe-feu, il n'y a pas de protection. Nous sommes au sous-sol de bâtiment à 14 niveaux. Quand ça part au sous-sol, ça monte. On n'a pas à faire de grandes études pour comprendre qu'il y a quand même un minimum de protection à mettre en place. Nous, surtout des établissements, recevement du public. Quant à la colonne sèche, qui en cas d'incendie permet aux pompiers de s'alimenter en eau, elle est inaccessible, derrière ces entassements de brancards abandonnés. Après un incendie comme ça, regardez encore, nous sommes dans une situation où on a l'impression que... On a tiré qu'une leçon. Nous devrions avoir les mêmes attentions, soignants, patients, que dans tous les établissements de santé de France. C'est pas normal qu'on puisse nous imposer des risques aussi avérés. Des risques avérés.
Suite à l'incendie, les systèmes de ventilation sont toujours hors d'usage et l'humidité des locaux devient préoccupante. Dans ce service, où une vingtaine de patients sont hospitalisés, les moisissures ont envahi plafond et tuyauterie, comme ici, en néphrologie. C'est de la moisissure, le système n'est pas entretenu, pas nettoyé. Donc ça crée ce genre de champignons, qui sont très nocifs. Plafond arraché ou imprégné de rouille, murs défoncés, fenêtres cassées, le constat est alarmant. Le premier étage devait être décontaminé et fermé, et qui est finalement occupé. Il y a des fuites dans chaque recoin du service, et les seaux ne suffisent pas toujours à les contenir, comme le montre une vidéo de cet été dans le service de néphrologie. Il y a des risques de chute permanente avec l'état du sol. C'est pas possible. Face à cette situation, le personnel soignant est très inquiet. Ici, on reçoit en fait des insuffisants rénaux, des transplantés, des dialysés, tout ce qui concerne un peu la maladie rénale. Et ce sont des patients qui sont fragiles? Oui, surtout les transplantés, puisqu'ils sont immunodéprimés. Les conditions ne sont pas appropriées pour les recevoir. Ça peut engendrer des infections, voilà. Le drame, c'est que ça dure depuis longtemps. C'est ça le drame. Quand les cadres interpellent la direction et les services techniques, on leur dit, bon, que voulez-vous qu'on fasse? On n'a pas d'argent pour faire l'entretien, on n'a pas d'argent. On vous dit, bon, on a un projet d'hôpital neuf. Dans 4-5 ans, vous serez mieux. On a le temps de mourir. Si ces syndicalistes cherchent à médiatiser le problème, la direction de l'hôpital, elle, semble plus frileuse. Nos demandes d'interview ont été refusées. Au service des urgences, cette cadre interrompt notre tournage. Une pression sur le personnel, confirmée par ce responsable qui a souhaité rester anonyme. Le fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus la pression sur les agents pour qu'ils ne parlent pas, pour qu'ils ne disent pas les choses. Pourquoi? Vous voyez bien les conditions dans lesquelles nous sommes. C'est vraiment quelque chose qui est pas du tout autorisé. On est sur 700 mètres carrés, on aurait dû en avoir 2000. Donc on n'est pas dans les clous. Voilà, on fait de la médecine de guerre par temps de paix. À cause de l'incendie, le CHU a perdu 20% de sa capacité d'accueil. Des étages entiers sont inutilisables. Certains services, comme les urgences, sont désormais éclatés sur plusieurs niveaux. Une organisation qui, selon le personnel, dégrade la qualité des soins. Il y a déjà plus de manquants là? Tu les as comptés? Leslie Canval, l'infirmière urgentiste, vit cette situation au quotidien. Cette fille d'infirmière a accepté de nous parler parce qu'elle était représentante du personnel pendant la grève. On met tous les jours nos diplômes en jeu. Tous les jours. Donc, ça me paraît évident de devoir se positionner et de réagir. Bien sûr, bien sûr. Justement, aimer son métier, c'est aussi ça. C'est aussi dire, bon, je prodigue des soins, mais pas dans de bonnes conditions. Donc, j'alerte qu'il faut alerter, j'en parle, jusqu'à ce que les choses puissent s'améliorer. En attendant, Leslie jongle avec ses nouvelles contraintes. Donc, le trajet, c'est celui-là. On sort de chez nous. Par exemple, depuis plusieurs mois, l'unité où sont traitées les urgences vitales, le déchocage, a été détachée du service des urgences. On appelle le liftier qui vient nous récupérer là. Le liftier, c'est l'employé chargé d'appeler l'ascenseur. Car le déchocage est désormais un étage plus haut. Une situation ubuesque pour cet urgentiste. La plupart du temps, quand on appelle le liftier et qu'on doit monter au déchocage, on est en train de faire un massage cardiaque. Donc, je vous laisse imaginer le laps de temps qui s'écoule et les pertes de chance, malheureusement, pour le patient, parce qu'on est là, poussé par un brancardier, on fait le massage. On ne doit pas attendre. Le temps, c'est notre pire ennemi. Mais à cet endroit de la tour, ce jour-là, il n'y a que 2 ascenseurs en fonctionnement. Je crois que dans aucun hôpital de France, le déchocage est désolidarisé du service. En fait, ça n'existe pas. Effectivement, dans les CHU, le déchocage est habituellement situé dans le service des urgences ou à proximité immédiate. Et c'est là le déchocage. Et vous pensez que vous avez déjà perdu des gens à cause de cette distance entre le déchocage Probablement. et là? Probablement. Malheureusement, probablement. On n'est pas des super-héros, hein. Enfin, quoique.
Oui, un peu. Mais perdre des patients parce que matériel défectueux ou pas de matériel, ou alors perte de temps, perte de chance, trop de patients, pas assez de médecins, ça c'est plus difficile à gérer. Franchement, voilà, ça c'est pas facile. La situation est telle que 12 médecins urgentistes auraient quitté le service depuis l'incendie. Et vous prenez des médicaments pour la tension? Désormais, il ne resterait plus que 5 titulaires. Diplômés, thésés, là, cet après-midi, je suis seul. Donc normalement, il faut au moins 5 médecins le matin et au moins 3 le soir, la nuit. Le docteur Lebos travaille ici depuis 5 ans. Mais à son tour, il a décidé de quitter ce poste en janvier prochain. Je vais quand même avoir des conditions de travail un peu moins rudes. Moi, ça fait quand même près de... Je suis diplômé en 96. Vous imaginez? Ça fait peut-être bientôt 23 ans. Donc, on va laisser aux jeunes de continuer. L'ennui, c'est que le manque de personnel qualifié pourrait avoir des conséquences dramatiques dans le traitement des malades, comme cela a peut-être été le cas le 25 juillet dernier. En fin d'après-midi, Daniel, 78 ans, fait un grave malaise. Son médecin craint un AVC. Il l'envoie aux urgences du CHU pour des examens complémentaires. Ses fils, Petit Louis et Jean-Daniel, s'en souviennent. C'est un médecin de ville qui est là, qui est de Gaulle. Donc, je veux dire qu'il fait ce qu'il peut. Vers minuit, elle part au scanner. On attend. L'interne qui revient pour nous dire qu'effectivement, que tout va bien. Pour eux, c'est la première erreur du CHU. Ils sont certains que le scanner révélait un AVC, mais qu'il n'a pas été décelé. S'ils avaient pris le temps de regarder et d'analyser les images, ils auraient pu, selon nous, déceler la rupture. Durant les jours qui suivent, leur maman souffre de plus en plus. C'était une douleur insupportable. Elle ne pouvait même pas parler. C'était difficile. Non, mais c'est de la torture. Une semaine plus tard, Daniel fait un nouveau malaise. Un deuxième scanner révèle cette fois un AVC. Tant de problèmes. Après une opération d'urgence, Daniel est aujourd'hui en clinique de rééducation. En fonction des séquelles, ses 2 fils envisagent de porter plainte contre le CHU. À la fin de notre tournage, nous avons sollicité une nouvelle fois le directeur de l'établissement. Je me permettais de vous appeler parce que, comme je pense que vous le savez, on fait un reportage sur le CHU. Je suis pas très content. Vraiment... Je sais pas ce que vous avez filmé, donc je peux pas réagir. Bah, par exemple, des services où il y a pas mal de moisissures sur les plafonds, des fuites d'eau. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour ça? Ok, donc c'est ce que vous avez filmé, ok, mais pas de problème, je ne peux pas réagir. Ok, donc vous voulez pas du tout réagir sur ce qu'on a filmé? Non. À 8 km du centre hospitalier, un nouveau CHU est en construction. Un chantier de près de 600 millions d'euros. Les autorités annoncent que ce sera l'un des établissements de santé les plus modernes de France. Mais les plus de 10 000 Guadeloupéens qui sont pris en charge chaque année par le CHU devront attendre. Il n'ouvrira ses portes que dans 4 ans, en 2023.